David et Jaco, le concierge et le serpent. La bataille des insectes. La menthe religieuse et l'araignée se regardaient avec ce qui paraissait être de la haine. La menthe avait des griffes aiguisées pouvant percer la peau de ses proies et les tenir en place alors qu'elle les dévorait. L'araignée avait deux crocs visibles, du moins par un garçon intéressé comme moi, giclant du venin pouvant paralyser et dissoudre la chair, permettant à l'araignée de boire sa victime, toujours en vie. J'attendais que l'une ou l'autre fasse un mouvement alors qu'elles étaient à quelques centimètres de distance. Rien. Allez les gars, m'exclamai-je. Attaquez! Toujours rien. J'ai poussé l'araignée de plus près avec un bâton jusqu'à ce qu'elle touche la griffe de la menthe. De manière instinctive, la griffe claqua, poussant l'araignée à se tortiller dans détresse et mordre l'air en vain. Oui! M'écriai-je à personne en particulier. J'ai ramassé le long fil d'araignée tissé par l'araignée avant mon arrivée. Il s'étirait jusqu'au postérieur de l'araignée, qui fut secoué dans l'air avec la menthe qui était toujours attachée à l'araignée, alors que je tirais sur le fil. Durant un moment glorieux, la menthe s'agrippa à l'araignée, ses jambes étirées, jusqu'à ce que j'ai lâché le fil, entraînant la menthe au sol, écrasant la tête de l'araignée au sol. « Body slam !» m'exclamai-je encore une fois, cette fois-ci à mon chien. Les pattes de l'araignée se secouaient en vain alors que la menthe était fixée en silence. « À quoi tu penses, Jaco ?» demandai-je à mon petit chien, un terrier australien. Il ne fait que rester là, pas très impressionné, quoique, lorsque je le regarde un peu plus longtemps, il secoue la queue comme pour dire bonjour. Je lui ai gratté la tête et le menton comme il aime bien. J'ai poussé ses petites oreilles vers l'arrière aussi, car je sais qu'il ne peut pas se gratter à cet endroit. Sa queue se secouait vraiment vite maintenant, donc je l'ai ramassé pour lui gratter le ventre. Il était mon copain. À présent, la menthe suçait amoureusement l'estomac de l'araignée. En jugeant par ses mouvements désespérés, l'araignée ne semblait pas apprécier tant que ça. Assez compréhensible, car je pouvais voir son estomac rapetisser petit à petit. C'est à ce moment-là que ma mère m'a appelé pour l'heure du lunch. La cuisine et l'omelette. J'entrai par la porte d'en avant qui n'était jamais barrée, puis dans le salon. Je pouvais voir maman dans la cuisine qui assemblait le malaxeur. « Qu'est-ce qu'on mange, maman ?» demandai-je. « Une omelette sucrée », répondit-elle alors qu'elle craquait un œuf dans le malaxeur avant d'y mettre du lait et de la farine nature. « Yeah !» dis-je, car l'omelette sucrée était ma préférée. Maman cuisinait son mélange dans quelque chose qui ressemblait à une crêpe avant d'y ajouter du sucre et du jus de citron. Elle mélangeait le tout et y ajoutait plus de sucre et de jus de citron. C'était sa meilleure recette et ça goûtait si bon. Pas de cheveux, comme la dernière fois. Et elle n'était pas brûlée non plus. Je me suis assis sur le divan et j'ai commencé à manger avec mon couteau et ma fourchette tout en regardant dehors. Environ 3 mètres de mur manquaient depuis que mon papa avait annoncé qu'il allait en construire un nouveau et avait détruit l'autre avec un marteau. C'était 5 ans auparavant, mais le trou dans le mur ne me dérangeait pas vraiment. C'était pratique pour courir à l'extérieur et très pratique en hiver car ça laissait rentrer l'air frais afin qu'on puisse utiliser la cheminée. Sinon, il faisait trop chaud. « Que vas-tu faire cet après-midi, Davy ?» demanda maman. C'était l'une des seules personnes qui pouvait m'appeler ainsi. Je lui ai dit que j'allais me promener à bicyclette avec Jack. « Fais attention, me dit-elle. Tu sais que ces enfants de l'école sont toujours disparus. Personne ne sait ce qui est arrivé, mais on ne sait jamais. » « Peu importe, dis-je avant de courir à l'extérieur, enfourcher ma bicyclette et me diriger vers la rue. Les petites jambes de Jaco allaient vite afin de me rattraper. Je n'aimais pas ces enfants-là de toute manière. Glissade dans le parc. Je me promenais le long de la rue, dépassant la maison de mon ami, puis tournant à gauche sur le chemin entre ma rue et la prochaine. C'était un raccourci, vraiment. Et il y avait des barres transversales agaçantes tout le long du chemin afin de ralentir les gens comme moi sur leur vélo, ou encore pour arrêter les motocyclistes complètement. J'ai essayé de les scier une fois, mais c'était trop difficile. Une fois passé la dernière barre transversale, j'ai envoyé la main à un agent de police qui vivait dans la dernière maison à droite, juste avant la prochaine route.
Un jour, il m'a ramené chez mes parents alors que je participais à une guerre de farine à côté de sa maison lors de mon 10e anniversaire. Aujourd'hui, il ne faisait que serrer le poing en le brandissant dans ma direction. Jaco filait à travers de la rue, en ne prêtant pas attention autant qu'il le devrait. Je le suivais sur mon vélo, vérifiant le trafic de chaque côté, comme me l'a montré ma mère voilà bien longtemps. Nous avons continué le long du chemin, de l'autre côté de la rue, jusqu'à l'épicerie où nous achetions notre pain presque chaque jour. J'ai demandé à Jaco de s'asseoir dehors avant d'y entrer et m'acheter une grenouille au chocolat pour 5 sous. La monnaie restante de lorsque ma mère m'avait acheté du faux sang pour mon anniversaire. Je me suis assis dans le parc à côté de l'épicerie afin de grignoter ma grenouille. Jack avait remarqué un corbeau dans la longue pelouse environ 10 mètres plus loin. Il était prêt à bondir lorsque tout d'un coup, il émit, non plutôt, elle cria, le cri le plus épouvantable qu'un corbeau puisse pousser. Et puis tout d'un coup, il retomba, mort. Jack et moi nous sommes dirigés vers le corbeau mort, les yeux exorbités. Il y avait 2 blessures sur son estomac. Quelque chose se glissait tout près, mais je n'ai pas pu l'apercevoir avant que la chose ne disparaisse à nouveau dans la pelouse. Bizarre, pensai-je avant d'engloutir le restant de ma grenouille et sauter sur mon vélo. L'école répugnante et le poulet manquant. Je filais sur ma bicyclette en direction du bambou à la fin du terrain de stationnement, dépassant la maison de la Madame Folle en direction de l'école Jamboree Heights. Son nom venait d'un rassemblement de scouts qui avait eu lieu l'année de ma naissance dans le parc où le corbeau s'était trouvé. Elle devait sans doute être dans le concours de l'école la plus répugnante sur Terre, car elle était construite à côté d'un égout et d'un dépotoir. Pourquoi est-ce que des adultes avaient choisi de construire une école à cet endroit, pensais-je. L'odeur était parfois paralysante et un petit garçon avait même dû aller à l'hôpital car il n'arrêtait pas de vomir. Jaco n'aimait pas l'école non plus. Surtout parce qu'il y avait été enfermé quelques fois par le concierge cruel, Monsieur Sniggles, avec des enfants que Monsieur Sniggles jugeait mal élevés. Ils devaient tous s'asseoir dans une cage jusqu'à ce qu'il soit le temps de retourner à la maison. J'ai laissé mon vélo dans le range-vélo alors que nous dirigeons en silence derrière l'immeuble de musique en direction de la clôture aux côtés de l'école. Quoique ce fût la fin de semaine, on ne sait jamais qui peut rôder aux alentours. Croyant que le chemin était libre, nous nous sommes glissés le long de la clôture en direction du terrain de jeu. Après environ 1 minute, nous avons croisé une vieille dame aux cheveux blancs qui arrosait son jardin de l'autre côté de sa clôture. « Avez-vous vu mon poulet ?» demanda-t-elle avec une voix douce. « Pardon ?» dis-je. « Votre quoi ?»« Mais mon poulet !» s'écria-t-elle. « Avez-vous vu mon poulet ?» Elle me regarda avec des yeux remplis de folie. Je me mis à courir vers le terrain de jeu. « Elle est folle !» dis-je à Jacques, en arrivant au terrain de jeu. Je me suis dépêché de monter dans le fort en bois, grimpant dans les cordes en utilisant l'échelle attachée sur le côté. Jaco se dressait au bas en regardant vers le haut, la queue branlante. Du haut du fort, je pouvais voir directement à travers l'école. Il y avait l'ovale où il nous faisait jouer à des sports et courir en rond. Au haut de la colline, il y avait les classes, et plus loin encore, il y avait le gros arbre utilisé pour le cricket et l'endroit où nous jouons aux billes. Il y avait aussi la hutte où Monsieur Sniggles, le concierge, vivait supposément, quoique je l'ai seulement vu marcher autour de l'école hargneux. Je ne voyais aucun poulet. Jaco jappa. C'était un jappement doux, le genre de jappement qui m'est uniquement destiné. J'ai regardé en bas, puis il me regarda avant de détourner son regard vers un gros tuyau sur le terrain de jeu, où les enfants rampaient durant l'heure du lunch. « Qu'est-ce qu'il y a, mec ?» appelai-je. Jaco jappa un peu plus. Doucement, en ayant l'air excité et effrayé tout à la fois. Je me suis déplacé sur le côté du fort afin de redescendre. Ayant enfin rejoint mon ami au sol, il s'apprêta à me lécher le visage. « Qu'est-ce qu'il y a, mec ?» dis-je une fois de plus. « As-tu vu quelque chose ?» Il m'a lancé un regard implorant qui était aussi une mise en garde, et j'ai lentement avancé vers le gros tuyau qui semblait avoir toute son attention. Je savais que j'avançais dans la bonne direction. Jaco fixait maintenant le tuyau et ne bougeait plus, même pas d'un poil lorsque je l'appelais. Nous sommes arrêtés au niveau du gros tuyau. À l'intérieur, c'était grand et sombre. Tellement sombre que je pouvais à peine y percevoir quelque chose. Bien que j'avais peur, j'ai senti que je devais l'explorer.
Alors j'ai commencé à ramper sur mes mains et genoux, avec Jacko avançant à contre-cœur devant moi. Quelques pieds plus loin, il a commencé à gémir doucement. Je n'avais jamais entendu faire ça auparavant. C'était complètement noir. Ça va, Jacques lui demandai-je encore. Il n'a pas répondu. J'ai tâté les environs dans le noir à la recherche du manteau de fourrure de Jacko. Au début, je sentais surtout du béton, puis du chewing-gum, ce qui était dégoûtant. Puis quelque chose d'encore plus dégoûtant que le chewing-gum, suivi de quelques pierres aiguisées et quelque chose d'écailleux. J'ai touché encore. Quelque chose d'écailleux. Ça ne bougeait pas, mais c'était rugueux au toucher et froid. C'était grand et rond, comme une très grande bûche couverte d'écailles et qui rétrécissait l'extrémité. Un peu comme une queue. J'ai retiré ma main pendant une seconde, puis j'ai pensé à Jacko, et je l'ai remise. J'ai retrouvé les écailles et commencé à tâter sur les rebords, où les écailles s'arrêtaient. À ce point, mes doigts ont rencontré de la fourrure et la forme familière de la petite tête de Jacko. Il tremblait. Hé, tout va bien, mec ai-je chuchoté. Sortons d'ici. J'ai avancé mon autre main pour l'attraper et le sortir de là, mais avant de pouvoir le faire, les écailles se sont mises à bouger. La queue, si c'était bien une queue, a bougé. La chose a commencé à s'éloigner de moi, je la sentais sous mes doigts et elle a emporté Jacko avec elle. Paniqué, j'ai attrapé le bout de la queue juste avant qu'il ne soit trop tard. J'espérais l'arrêter, mais c'était tellement grand et j'étais si petit que j'ai été emporté moi aussi. Dans le noir. Le dîner de Monsieur Sniggles. J'étais entraîné au fond du tuyau dans la noirceur pour ce qui m'a semblé une éternité avant de ressurgir dans la lueur de la fin d'après-midi. La première chose que j'ai vue était Jacko, qui était immobile devant moi, blotti et tremblant. La deuxième chose que j'ai vue était l'énorme serpent auquel je m'accrochais. Il était gigantesque. C'était la plus grosse créature que j'ai jamais vue. Après les éléphants. Il devait être aussi long que 3 voitures et 2 fois plus large que le ventre de mon oncle Graham. Même plus grand. Il ne semblait pas avoir remarqué notre présence, à Jacko et moi. Nous étions trop petits. Il se fraya simplement un chemin sur le gazon, sortant du terrain de jeu, se dirigeant vers l'école. Il rampa en haut de la petite colline, dépassa le bureau du directeur et se dirigea vers la cabane de Monsieur Sniggles. Ou du moins, la cabane où tout le monde croyait que Monsieur Sniggles vivait. J'ai continué à m'y accrocher. Je devais le faire pour Jacko. Je ne pouvais pas voir la tête du serpent d'où j'étais, mais je savais qu'il pouvait facilement nous manger tous les deux en guise de petit déjeuner. Je n'allais certainement pas laisser mon copain Jack se faire manger par un serpent, même aussi grand que celui-ci. Alors j'ai continué à m'y accrocher, même s'il me traînait sur des rochers et des pierres et toutes sortes de choses dans le terrain de jeu. Je savais maintenant que Monsieur Sniggle vivait vraiment dans cette hutte. Il allait avoir une mauvaise surprise. Le serpent géant s'est dirigé vers sa porte. Je voulais lui crier de ne pas sortir, mais je ne voulais pas attirer l'attention du serpent. Même le cruel Monsieur Sniggle ne méritait pas d'être mangé par un serpent. Le serpent est arrivé devant sa porte avant et s'est arrêté un moment. J'ai profité de cet instant pour lâcher sa queue et attraper Jacko qui tremblait encore de frayeur. Je me demandais encore vers quelle direction m'enfuir quand quelque chose d'inattendu se produisit. Le serpent rampa à travers la porte. Pas exactement à travers la porte, mais par une porte dans la porte. Une porte pour serpent. C'est tout ce que ça pouvait être. C'était trop grand pour un chat. C'était trop petit pour un humain. Mais ça semblait parfait pour un serpent. Ça m'a amené à une conclusion. Soit le serpent vivait seul dans la tente qu'on croyait tous être celle de Monsieur Sniggles, ou plus vraisemblablement, il vivait avec Monsieur Sniggles. C'était donc le serpent de Monsieur Sniggle. Je me suis vite déplacé vers le côté de la cabane avec Jacko sous un bras pour jeter un coup d'œil par la fenêtre de Monsieur Sniggles. Il était bien là, tel une bête, avec une barbe touffue qui semblait plus fournie qu'un nid d'oiseau. Elle ne semblait toutefois pas l'empêcher de manger comme le montraient son ventre et les multiples taches de nourriture sur sa chemise. Monsieur Sniggles était un gâchis. Mais il était un gâchis avec un serpent comme animal de compagnie. Je pouvais l'entendre lui parler.
Alors, Snakey, qu'est-ce que tu m'as ramené pour le dîner d'aujourd'hui? A-t-il beuglé avec son ventre gigotant et sa barbe tremblante. Des morceaux de nourriture tombaient par terre pendant qu'il parlait. J'ai scruté le serpent pour la première fois. Il s'était enroulé en spirale, mais occupait encore la moitié de la pièce. Encore plus grand que je pensais. Il avait une énorme tête en forme de diamant et une bouche pouvant facilement contenir Jaco et moi. Une longue langue rouge fourchue en sortait à toutes les 15 secondes. Ça me donnait des frissons. J'ai dit, qu'est-ce que tu m'as ramené pour le dîner? Hurla M. Sniggles. Je me demandais à quoi M. Sniggles attendait de la part d'un serpent pour dîner, surtout que celui-ci n'avait pas de bras. À moins qu'il parlait de nous. Le serpent redressa sa tête jusqu'au niveau de celle de M. Sniggles. Pour un moment, j'ai cru que M. Sniggles allait lui-même se transformer en dîner jusqu'à ce que je voie une forme de la taille d'un ballon de football à mi-chemin dans le ventre de M. Sniggles. Le corps du serpent se contorsionna de la manière que vous et moi nous contorsionnerons avant de vomir un mauvais repas. Mais les contorsions du serpent durèrent plus longtemps et son corps roulait avec elle, poussant à la fois la mystérieuse forme vers le haut. La forme atteignit éventuellement le haut du corps du serpent, et avec un craquement audible, le serpent disloqua sa mâchoire et ouvrit la bouche encore plus que ce que je croyais possible. Un poulet apparut. Un poulet entier. Le serpent fit un son qu'on aurait pu prendre pour un rot, et le poulet s'envola à travers la pièce pour ensuite atterrir sur la table. « Un poulet ?» hurla M. Sniggles. « J'ai dit un enfant bien gras, pas un poulet !» Le serpent ne prêta pas attention à ce qu'avait dit M. Sniggles et se remit à nouveau en spirale pour faire un somme. « Ah, qu'est-ce que je vais faire ?» marmonna M. Sniggles. « Un poulet, ce n'est pas assez, non, pas assez pour moi. Il m'en faut encore plus, 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 plus. Un poulet ne suffira pas. Non, 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 pas du tout. » Monsieur Sniggles marchait en rond, flattant son ventre en se parlant à lui-même. « Tu sais quoi, Snakey? Je vais aller chercher quelques ingrédients pour préparer le poulet, et tu peux aller me dénicher un peu plus de viande. Hein? Comme il faut cette fois. Un enfant bien gras. Il y en a partout. Le dernier n'avait que la peau sur les os, et nous avons besoin d'un peu de graisse pour la poêle. » Le serpent ouvrit un œil pendant que M. Sniggles parlait. Il comprit peut-être ce qui se passait. « Oui, je vais y aller maintenant, Snakey, pour acheter de l'ail, du romarin, du vin blanc et des olives. Ils iront bien avec les tomates cerises. Et tu me ramèneras un enfant bien gras, et nous chaufferons la poêle et mangerons un bon mijoté d'enfant et de poulet. Oui, avec des olives et des tomates cerises. Et du sel. Toujours beaucoup de sel. Ah, peut-être avec des flocons de chili. » C'était maintenant moi qui étais sous le choc, et Jaco commença à me réconforter en me léchant la main. Monsieur Sniggles cuisinait et mangeait les enfants. Et il se faisait chasser par ce serpent géant. J'étais horrifié. Monsieur Sniggles rassembla ses choses et ouvrit la porte pour aller faire ses courses. Le serpent, qui semblait comprendre, le suivit à travers sa porte de serpent, probablement pour attraper un enfant pour le dîner de Monsieur Sniggles. Avec un peu de chance, je ne serais pas assez gras. Je ne voulais pas attendre de savoir la réponse, alors, avec Jaco, j'ai rampé pour aller de l'autre côté de la maison pour éviter le serpent. Nous avons vite dépassé la porte d'entrée et étions sur le point de marcher vers la maison en passant par la porte de l'école. Mais c'est à cet instant que nous avons vu le serpent. Il s'était arrêté et levait tranquillement sa tête dans les airs. Sa langue fourchue entrait et sortait de sa bouche, comme s'il avait senti quelque chose qu'il aimait. Il commença à se tourner vers nous. Nous n'avions pas d'autre choix que de courir dans la cabane en passant par la porte de serpent pour ne pas qu'il nous voie. La cabane de M. Sniggles. La porte de serpent se ferma derrière nous. Nous avons tout de suite été saisis par l'odeur, une odeur dégoûtante, une odeur de chair pourrie et d'autres atrocités du genre.
Une odeur peut-être d'enfants hachés qui ont connu des fins horribles dans une casserole appartenant à un homme à la barbe emmêlée et au ventre géant. Jaco et moi, nous avons eu le haut-le-cœur combattant l'envie de vomir. Je ne savais pas que les chiens pouvaient avoir un haut-le-cœur. La cabane n'était pas beaucoup plus grande que le salon de chez moi. Il y avait le coin où le serpent s'enroulait qui était relativement propre, mis à part la vieille peau qui y était empilée. Un poulet partiellement digéré était sur la table au milieu de la pièce, à côté d'une cuillère en bois et d'un couteau de chef aiguisé. Je n'étais pas sûr, mais il me semblait que le visage du poulet était figé dans une expression de terreur. Le genre d'expression qu'un poulet aurait en réalisant qu'il avait été mangé vivant et qu'il était sur le point d'être digéré par un serpent géant. Il y avait un four à bois sur le côté de la cabane. Une casserole géante était posée sur la plaque chauffante. Si ce n'était pas le dîner de monsieur Sniggles, alors je ne savais pas ce que ça pouvait être. C'était peut-être un bouillon d'enfant auquel il ajoutait sans cesse des assaisonnements qui n'avaient jamais cessé de mijoter. Curieux, même dans ma peur, je rampais vers le four et soulevais le couvercle de la casserole géante. À mon grand soulagement, elle contenait des légumes que je reconnaissais, comme des carottes, des oignons, des feuilles de laurier et même quelques branches de céleri. Je me suis dit que monsieur Sniggles était peut-être simplement dérangé mentalement et qu'il avait un serpent comme animal de compagnie et une imagination fertile. Oui, il y avait bien quelques os et de la viande là-dedans, mais ça pouvait très bien être du poulet comme celui que le serpent avait ramené un peu plus tôt. Ça devait être du bouillon de poulet pour faire des soupes. Je soulevai le couvercle géant pour le remettre sur la casserole, lorsque quelque chose surgit soudainement à la surface du liquide. C'était tout blanc, comme un œuf. Le poulet contenait peut-être un œuf, me suis-je dit. Ou bien monsieur Sniggles a perdu la tête et faisait ses bouillons à base d'œufs. Mais l'œuf était pelé. Ça ne faisait aucun sens. Je me hissai sur la pointe des pieds pour regarder l'œuf de plus près. Il était en plein milieu de la casserole, juste à côté d'une carotte. L'œuf tournait à mesure que le liquide mijotait. C'était un œil d'enfant. J'ai échappé le couvercle horrifié, ce qui a fait un bruit retentissant. Jaco se mit à japper, d'excitation ou de peur, je n'étais pas sûr. Nous étions mal pris. J'ai jeté un regard par la fenêtre près de la porte. Le serpent n'était plus qu'à 1 minute de la porte de la cabane et rampait dans notre direction avec détermination. En panique, j'ai survolé la chambre à la recherche d'une cachette. Jaco jappait maintenant fort, encourageant sans doute le serpent à avancer plus vite. « Jacques, tais-toi » chuchotai-je en clignant des yeux. Je pouvais maintenant entendre le serpent. Il devait être à quelques mètres seulement de nous. « Merde » me suis-je dit, même si je savais que c'était un mot que je ne devais pas utiliser. La porte à serpent commença à s'ouvrir, lentement, comme si le serpent prenait des précautions. C'était trop tard, nous n'avions plus le temps. Jaco et moi allions être mangés vivants. Dans le ventre de la bête. Paniqué, j'attrapai le couteau de chef qui reposait sur la table, près de la carcasse du poulet terrifié, et me mis à penser à mes options. Je n'allais certainement pas gagner une lutte contre le serpent. Chacun de ses crocs était plus grand qu'un couteau, et il faisait probablement 10 fois mon poids. Les petites dents de Jaco n'auraient pas percé sa peau. « Jaco, mec, tu me fais confiance ?» demandai-je. Jack me jeta un œil inquisiteur, pensant que je me couvrais de la vieille peau du serpent pour me cacher dans le coin. « Mec, je suis désolé, tu vas devoir me faire confiance. Essaye de retenir ton souffle et évite les crocs. » Les yeux de Jack s'écarquillèrent comme s'il avait compris ce que j'avais dit. Il n'avait pas beaucoup de temps pour réfléchir aux conséquences, parce qu'à cet instant, la tête du serpent apparut sur le seuil de la porte et se tourna tout de suite sur mon ami. Jack était en état de choc, comme lorsqu'il était dans le tuyau. De ma cachette sous la peau de serpent, je pouvais voir son petit corps trembler. Il s'affaissa sur le sol et le serpent s'avança vers lui. Il continuait de s'approcher, mètre par mètre, jusqu'à ce que son corps entier soit dans la cabane. Le petit Jack arrêta de trembler. Il semblait faire le mort. Du moins, j'espérais qu'il faisait semblant. Il était peut-être mort de terreur. Le serpent avança vers le corps de Jack. Je sortis mon couteau, essayant de trouver une solution qui ne finirait pas par nous tuer tous les deux. La mâchoire du serpent s'ouvrit et se disloqua une seconde fois. Lentement, tortueusement, il couvrit mon chien de sa bouche. D'abord sa petite queue et ses pattes arrière, puis son ventre, et finalement, c'est sa petite tête qui disparut dans la noirceur sans un gémissement. Je savais que je n'avais pas beaucoup de temps, mais je devais attendre.
Le serpent était en train d'envoyer Jack plus bas dans son ventre. Pendant que son corps se tortillait et se contorsionnait, je pouvais voir mon ami voyager dans son système digestif. 10 secondes passèrent. 20. Si les choses ne se passaient pas comme je l'espérais, j'allais être vraiment mal pris. Finalement, après ce qui m'a semblé être une éternité, le serpent déposa son énorme tête sur le plancher et ferma les yeux. Il faisait la sieste pour digérer mon chien. Je repoussai avec précaution la vieille peau de serpent qui me recouvrait et je rampais vers la bête endormie. Sa langue entrait et sortait de sa bouche pendant qu'il respirait. Je soulevai le couteau de chef haut dans les airs. « Ceci est pour mon chien, espèce de reptile révoltant !» chuchotai-je avant de sauter dans les airs. Et utilisant tout le poids de mon corps, je sautai sur la tête du serpent, y enfonçant le couteau. Le couteau fendit le crâne du serpent et s'infiltra dans son cerveau avant qu'il n'ait la chance d'ouvrir la bouche. Je retirai rapidement le couteau, ignorant la substance qui s'échappait de son cerveau, tout en cherchant la bosse qui cachait Jacko. « Hé, courage, mec !» lui criai-je, en coupant la peau de la bête. En quelques instants, je pus voir la tête de Jack. Elle était humide et couverte de gelée de serpent qui s'étalait sur mes mains alors que je tirais le petit corps vers l'extérieur. « Hé mec, tu m'entends ?» Je débarrassai autant que possible de la gelée et collai ma tête contre sa poitrine. « Je l'ai tué, mec. C'est fini. Je l'ai tué. » Je pouvais entendre les battements de son cœur. Il était vivant. Je massai sa petite tête, le grattai comme il aimait toujours que je fasse. Je murmurai son nom de nouveau, chatouillant son ventre et faisant mon possible pour le sortir de son profond état de choc. Ses yeux s'ouvrirent et clignèrent. « Ah, bon retour parmi nous, mec. C'est fini. » C'est alors que j'entendis la voix de M. Sniggles devant la porte. La punition de M. Sniggles. « Snakey, Snakey, j'ai l'ail, Snakey, et le vin, et les olives, ça sera délicieux. Snakey, Snakey. » Sa voix résonnait à travers la porte alors que Jack et moi étions assis près du serpent mort, nous demandant comment nous allions survivre à un deuxième assaut. Monsieur Sniggles était un homme de carrure massive. Je n'étais qu'un petit enfant. Le pauvre Jack était encore terrifié d'avoir été mangé vivant par un serpent. J'essayais de trouver un plan intelligent. Monsieur Sniggles avait sorti ses clés et les avait introduites dans la serrure. « Ah, maudite clé !» marmonna-t-il. Il les échappa. Désespéré, je m'emparai de la carcasse du poulet horrifié et me dirigeant vers le serpent lui ouvris grand la bouche. Deux énormes crocs scintillèrent avec des gouttes de venin. Je frottai le poulet sur ses crocs afin de les enfoncer dans son corps à plusieurs reprises pour extraire le poison de la bête comme j'avais déjà vu quelqu'un le faire dans un zoo. Je m'arrêtai pour essuyer la substance qui s'échappait de la cervelle du serpent, redéposant le poulet sur la table et prenant Jacko dans mes bras. « Ah, désolé mec, dis-je. On va devoir y retourner. » Je rampai dans le corps du serpent par l'incision que j'avais faite pour sauver Jacko jusqu'au moment où la porte s'ouvrait. « Snakey, je suis rentré, Snakey. » Monsieur Sniggles survola la pièce suspicieusement. « Mais qu'est-ce qui se passe, Snakey ?» Il fixa la bosse sur le ventre du serpent jusqu'à l'endroit où nous nous trouvions. « Ah, excellent !» dit-il. « Je peux voir par la taille de ton ventre que tu m'as attrapé un délicieux enfant et que tu prends un repos bien mérité. Quand tu te réveilleras, on partagera le plat principal, un enfant à l'orange. » Retournant à sa table, il prit le poulet horrifié entre ses mains et le coupa en plusieurs morceaux pour le mettre dans une poêle sur la cuisinière. Il se mit à chanter. « Oh, mon poulet, tu représentes le monde pour moi. Oh, mon poulet, prends un peu de romarin. » Il ricana, de sorte que son ventre se mit à gigoter tandis que la nourriture s'échappait de sa barbe. Il prit une grande lampée de sa bouteille de vin avant d'en verser un peu dans la poêle et de remettre le couvercle. « Et voilà, mon poulet, » murmura-t-il avant de prendre une autre gorgée de vin. Pendant ce temps, Jacko et moi, nous nous entassions dans le ventre de la bête. C'était sombre, puant et putride, mais nous étions toujours vivants, et nous n'avions plus qu'à attendre que M. Sniggles mange un peu de poulet.
Si seulement nous n'étions pas aussi épuisés. Une demi-heure plus tard, le tintement du couvercle nous réveilla. Monsieur Sneagles se servit un peu de poulet. C'était maintenant tendre et garni d'olives et de tomates. Dit Monsieur Sneagles en goûtant la sauce en se servant une énorme portion. Il se dirigea vers la table et s'assit avec une miche de pain, un couteau et une fourchette. « Un beau poulet !» dit Monsieur Sneagles en mangeant la partie la plus tendre. Nous l'observions à travers la fente dans la peau du serpent. Si ça devait marcher, c'était le moment ou jamais. Autrement, nous allions nous retrouver dans la poêle avec le romarin. Il faudra attendre encore un peu, me dis-je. C'est alors que Jacko éternua. Je le serrai contre moi tenant sa bouche fermée et il me regarda d'un air coupable. J'attendis en silence pour ce qui me parut une éternité. Puis, je jetai un regard par la fente sur la peau du serpent. Monsieur Sneagles me fixait. « Qu'est-ce qu'on a ici ?» beugla-t-il en colère. Il tira la peau du serpent et me prit par les cheveux en me sortant du ventre de la bête. Jacko fut projeté sur le mur avant de frapper le mur, étourdi. « Qu'est-ce que tu as fait à mon serpent ?» me cria-t-il. Son haleine sentit le foie, les tripes, le sang et le romarin, ce qui était assez déstabilisant. De petits morceaux de nourriture s'échappaient de sa barbe pendant qu'il criait, ce qui était encore plus dégoûtant. « Oh, tu vas aller dans la casserole de bouillon !» cria-t-il. Il me prit encore par les cheveux et se dirigea vers la casserole. Il n'y avait qu'un moyen pour moi d'entrer dans la casserole, et ce n'était pas en morceaux. Il utilisa sa main libre pour s'emparer du couteau de chef. « Prépare-toi » murmura-t-il, dirigeant le couteau vers moi. Soudainement, il cria de douleur, et Jacko émit un grognement. Je regardai vers le sol, et je vis Jacques plein de vie en train de lui mordre la cheville. « Ah, mais lâche-moi » cria-t-il en me libérant pour propulser Jacques sur le mur de son pied. « Ah, maintenant tu m'as mis vraiment en colère » dit-il tenant le couteau encore plus haut. Je fermai les yeux et me préparai à être découpé en morceaux pour aller dans la casserole. Du moins, j'essayai de me préparer. J'attendis un peu, et encore un peu, puis j'ouvris un œil. Monsieur Sneagles tenait toujours le couteau, mais il oscillait rapidement de l'avant à l'arrière comme une grotesque volaille, et de la mousse blanche commença à s'échapper de ses lèvres, coulant sur sa barbe. Ses yeux roulèrent vers l'arrière de sa tête. « Manger trop de poulet ?» demandai-je en me sentant à la fois audacieux et soulagé. Les convulsions de Monsieur Sneagles devinrent de plus en plus intenses, jusqu'à ce que ses bras et jambes se mirent à s'agiter dans tous les sens comme s'il performait une danse vaudou. Le couteau s'envola de ses mains et s'enfonça, pointe première, dans le mur. La bouche de Monsieur Sneagles s'ouvrit légèrement et il gémit lentement en s'agitant. La dose de poison était sans doute en train de faire son effet dans son corps. Le gémissement s'intensifia jusqu'à devenir une forte plainte qui s'amplifiait de plus en plus jusqu'à me faire mal aux oreilles. Puis, ça s'arrêta. Il était figé. Il me fixa. De la mousse blanche coulait sur son ventre. « Tu es un meurtrier » murmura-t-il. Puis, il poussa un cri qu'aucun concierge n'avait jamais poussé auparavant. C'était bas, puis haut, puis de tous les tons à la fois jusqu'à envahir la pièce. Des lésions apparurent sur le visage de Monsieur Sneagles. Le venin coulait de sa chair. Son gémissement continuait pendant que les lésions apparaissaient encore, révélant les muscles puis les os de son crâne. Il se lamenta encore. Il se lamenta pendant que son corps rétrécissait et que sa peau tombait sur le sol. Il se lamentait encore et encore jusqu'à atteindre la moitié de ma taille. Ses lamentations devenaient de plus en plus douces à mesure qu'il rétrécissait. Il finit par s'effondrer en un tas d'os en plein milieu de la cabane près du serpent mort. Le gémissement s'arrêta. Je jetai un coup d'œil à Jacko et il me regarda aussi. « Nom de Dieu !» dis-je. C'était théâtral. À la maison. Je ramenai mon vélo dans l'entrée, Jacques sur mes talons. Il s'arrêta près de l'arrosoir sur le côté de la maison, juste après l'entrée. Sa longue langue léchant les gouttes d'eau qui s'écoulaient. Sa langue portait une petite tache de naissance noire que je n'avais jamais remarquée auparavant. « David !» appela ma mère. « Juste à temps pour le souper. Lave-toi les mains. » Je marchai le long de la maison et passai la porte coulissante.
Nous avions l'habitude de manger à une table que papa avait achetée et qui était trop grande pour la pièce, tout près de la cuisine. Il ne voulait jamais admettre qu'elle était trop grande par contre, alors il refusait de s'en débarrasser. Nous nous sommes assis en famille, à la table trop grande. Maman s'approcha en portant des plats et commença à servir. Qu'est-ce que c'est demandai-je plein d'espoir. Du poulet, dit-elle avec un sourire. Jaco et moi, nous nous regardâmes en grimaçant.